Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Non, alors là, on m'entend bien. Là, je m'entends bien, en tout cas. Alors, je suppose que vous m'entendez bien. Bonjour à tous, je me présente, Marie-André Lamontagne. Merci d'être là cet après-midi. Je devine que vous êtes là pour Andreï Kourkov, qui est juste à mes côtés. Et vous faites bien, parce qu'on va passer un bon moment. Les 3/4 d'heure vont passer très, très rapidement. Je vais m'entretenir avec lui. Et puis, rassurez-vous, les 10 dernières minutes ce sera consacré à une période de questions. Alors, vous pourrez entrer dans la conversation, poser vos questions, qui seront brèves, et les réponses seront brèves pour permettre au maximum de gens de s'exprimer. Donc, je vous présente très brièvement Andreï Kourkov. Il y a des livres qui vont nous occuper aussi cet après-midi. Vous êtes écrivain ukrainien, auteur d'une quinzaine de livres, romans surtout, mais aussi des essais pour ce qui est de vos livres traduits, en tout cas, en français. Vous êtes traduit dans plusieurs autres langues, notamment depuis l'immense succès qu'a été votre roman Le Pingouin. Hein, vous vous souvenez du Pingouin, c'était en 1996. Vous êtes écrivain ukrainien, je l'ai dit, d'expression russe, comme près de la moitié de la population ukrainienne. C'est vous-même qui l'écrivez, qui le précisez dans ce livre, Journal d'une invasion, paru en 2023 aux éditions Noir sur Blanc. C'est un livre tout à fait instructif et passionnant que vous avez écrit en anglais. On y reviendra au cours de notre échange. Et auparavant, votre actualité, c'est le roman Les abeilles grises, que plusieurs d'entre vous auront lu déjà, et d'autres auront envie de lire, j'espère, après cette conversation. Donc, c'est paru aux éditions Liana Lévy en 2022. Comme l'ensemble de vos romans en français, paraissent chez Liana Lévy. Et pour Les abeilles grises, vous avez reçu en France le prix Médicis étranger, et puis là, le prix des libraires. Voilà. Alors, on va d'abord parler de ce roman, si vous voulez bien, et ce sera en français, car vous parlez cette langue avec d'autres. Vous êtes polyglotte. Vous parlez combien de langues? Je suis miniglotte. Je parle 6 langues maintenant. Alors, je vais résumer sommairement l'intrigue. Je reconnais votre sens de l'humour. Sommairement l'intrigue, ça se passe dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, dans un village de la zone grise, abandonné de ses habitants, sauf 2 d'entre eux, Sergei, pro-ukrainien, et Pashka, pro-russe. Le Donbass, c'est un lieu très important de la guerre en Ukraine. C'est un territoire frontalier entre la Russie et l'Ukraine. De droit, il appartient à l'Ukraine. Dans les faits, des mouvements séparatistes pro-russes soutenus par la Russie ont proclamé en 2014 2 républiques populaires, celle de Donetsk et celle de Lugansk. C'est important pour comprendre le roman. Et c'est un enjeu aussi, c'est important de le comprendre, c'est un enjeu important de la guerre actuelle en Ukraine. Dans votre roman, Les abeilles grises, le village relève de Donetsk. Et tout le monde est parti à cause de la guerre. Pourquoi ces 2-là, Sergei et Pashka, ne sont-ils pas partis? Sergei est apiculteur. On comprend que c'est compliqué avec ses abeilles. Mais Pashka, pourquoi n'est-il pas parti, lui? En fait, bonjour. Si on parle des Donbass, il faut comprendre que les gens des Donbass ont un peu une mentalité différente des autres régions. Ukraine, un immense pays avec 26 régions, avec beaucoup des histoires différentes. Oui. Mais une chose importante et principale, peut-être, c'est la différence entre la mentalité russe et la mentalité ukrainienne. La mentalité ukrainienne, c'est une mentalité individualiste. Oui. Pas collective. Oui. C'est-à-dire que chacun décide qu'est-ce qu'il veut faire lui-même. Oui. Et aussi, en Ukraine, le phénomène de fatalisme, le culte du fatalisme n'existe pas. C'est un phénomène russe. Ah oui. Mais les gens des Donbass, ils étaient plutôt les gens contrôlés d'abord par la partie communiste dans le temps soviétique, oui. Mais après par la mafia locale. Ah, oui. C'est-à-dire et la mafia, les oligarches locales de Donbass, ils n'étaient pas vraiment pro-russes
ni pro-russe ni pro-ukrainien. Il était pro-Donbass. Ouais. Pro-Donbass et pro-mafia. Aussi pour les oligarches russes, c'était impossible d'acheter des usines sur le territoire des Donbass. C'est beaucoup plus compliqué que vous pensez, mais une autre chose, l'autre chose, c'est le patriotisme local des Donbass était soutenu, bien sûr, par l'élite des Donbass. Élite mafieuse, mais aussi élite culturelle et tout ça. Et pour les gens des Donbass, on peut dire que leur règle était ma région et ma religion. Ah oui. Et les gens étaient très attachés au village, à la ville où ils habitaient. Les habitants des Donbass voyageaient très petits. Pas beaucoup. Ils ne voyageaient pas souvent à l'étranger ou dans les autres régions. Et c'est une région rurale, surtout où il y a des villes. C'est une région très industrielle, avec beaucoup de mines, beaucoup d'usines, avec beaucoup de grands villages construits autour des mines, autour des fabriques et tout ça. Mais dans le même moment, c'était une région avec une hiérarchie jusqu'à aujourd'hui très soviétique. Les gens étaient politiquement passifs, ils étaient bien contrôlés par les chefs, par les propriétaires des usines. Ils savaient qu'il faut voter pour la partie locale, pour les politiciens locaux, et comme ça. Et c'est bien sûr quelque chose de très différent des autres régions. Et bien sûr, au début de l'indépendance ukrainienne, les politiciens des deux côtés, les politiciens pro-russes et les politiciens pro-ukrainiens nationalistes, ils créaient deux clichés qui marchaient pratiquement jusqu'à la fin de la guerre en 2014. Un cliché que tous les habitants de Donbass sont les bandits. Et les politiciens de Donbass disaient toujours que tous les habitants d'Ukraine de l'Ouest sont les nazis, les fascistes, les nationalistes radicaux. Et il y a jusqu'à aujourd'hui des gens sur deux côtés qui croient que c'est vrai. C'était jamais la vérité, mais c'était instrumentalisé et c'était presque transformé dans la réalité au début de la guerre, au début de Maïdan de 2014. Au moment de au printemps. Et pourquoi ces deux ne quittaient pas en fait. Les deux du roman, là, les deux personnages du roman. Parce que j'ai voyagé 3 fois dans la zone de la guerre, 2015, 2006, 2016 et 2017. Et je parlais avec beaucoup de gens qui restaient habités près de la ligne de front. Je parlais plus avec des soldats, bien sûr, qu'avec des gens civils, parce que les gens civils de Donbass n'aiment pas parler aux étrangers, aux gens qu'ils ne connaissent pas. Mais en tout cas, et vous êtes un étranger, même si vous êtes ukrainien. Oui, j'étais de Kiev, j'étais un étranger. Ah ouais. J'étais pas de Donbass. De loin, Kiev. Oui, bien sûr. Et comme ça, mais j'ai compris une chose. Que beaucoup des habitants de Donbass devaient choisir entre deux peurs. Peur d'être tué à sa maison ou peur de devenir un réfugié sans savoir l'avenir, où il faut aller, qui va t'aider et tout ça. Et beaucoup de gens, plutôt des retraités, des gens vieux, restaient, comme aujourd'hui, il n'y a plus que 1300 habitants de Avdiivka qui habitent dans les caves sous les ruines de la ville détruite et ne veulent pas être évacués. Parce qu'ils préfèrent d'être tués, mourir, où ils habitaient. Ils ont choisi l'autre peur, ceux-là, l'autre peur. Mais tout ça, c'est l'arrière-plan de votre roman Les Abeilles Grises, mais c'est un matériau... incroyable pour un romancier, non? Ce contexte que vous décrivez, là. Je ne peux pas dire que j'étais complètement heureux d'écrire ce roman. Non. Non. En fait, je ne voulais pas écrire le roman jusqu'à la fin de la guerre. J'écrivais beaucoup de non-fiction, beaucoup d'essais. Mais en 2017,
il y avait déjà plus que 200 livres, ou plutôt non-fiction, sur la guerre à Donbass. Ouais. Et tous ces livres étaient sur les combats, sur les batailles, sur les soldats, sur les ennemis. Ah. Et aucun livre sur le destin des gens civils qui restaient dans la zone de la guerre. Et c'est précisément votre... Oui, et ce livre a été provoqué par une conversation avec un homme déplacé, un homme des affaires jeune de Donetsk qui s'est déménagé à Kiev, qui a ouvert un petit café à Kiev. Il m'a raconté une fois qu'il part chaque mois par voiture de Kiev à Donbass pour visiter cette famille dans un village très près de la ligne de front. Et dans le village, il n'y avait pas ni électricité, ni police, ni poste, ni administration, ni magasin, rien. Et quand il m'a raconté cette histoire, que c'est pour lui, c'est comme un devoir sacré pour aider quelqu'un, parce qu'il lui ramenait des médicaments, des choses qu'il avait. Oui. J'ai compris qu'il a parlé de la zone grise. La zone grise, c'est le territoire entre les positions des séparatistes et russes et position de l'armée ukrainienne. Mais est-ce que c'est le No Man's Land, la zone grise, ou c'est une partie du No Man's Land? Non, c'était No Man's Land, mais il faut comprendre que la longueur de cette zone grise était la même que la longueur des lignes de front. Et la ligne de front, en 2017, était 430 km. Il y avait des dizaines de villages dans la zone grise, avec quelques mille habitants qui restaient là-bas, parfois avec des familles, avec des enfants, dans les villages sans électricité, sans magasin. Et il y avait des volontaires du côté ukrainien qui les aidaient, qui ramenaient des nourritures, des médicaments, des nouvelles. Il y avait aussi des volontaires du côté séparatiste qui visitaient les mêmes villages. Comme ça, les habitants des villages, ils avaient peur des deux côtés. Ils ont toujours souri. Ils n'ont répondu les questions politiques, jamais. Ah. Et une jeune fille à Kharkiv, elle a lancé un NGO, une organisation pour imprimer un journal régulier pour la zone grise. Et c'était un journal avec des nouvelles sur la vie sociale, sans nouvelles de front, sans politique. C'est-à-dire c'est les nouvelles sur les retraités, sur les pensions, sur les changements dans les lois ukrainiennes. Et les volontaires ukrainiens ramenaient ces journaux aussi aux habitants de la zone grise. Ah oui, donc il y avait une zone grise aussi dans l'information, en dehors de la politique. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, cette zone grise n'existe plus. C'est complètement détruit. Ah oui. Parce que c'est la Russie qui l'a annexé. Oui, c'est tout. Il y a 30% des territoires ukrainiens détruits, plutôt à Donbass. Et il y a sur la carte, il y a encore des noms des villages et des villes qui n'existent plus encore. Revenons à votre roman, c'est la réalité aussi là, que vous décrivez. Dans votre roman, le village, il est traversé par deux rues. Si j'ai bien compris, la rue Lénine et la rue Shevchenko. Dans le roman, c'est deux rues parallèles. Deux rues parallèles. C'est très important. Elles ne traversent pas. Non, mais elles traversent. Ils ne peuvent pas traverser. Non, mais elles traversent le village. Non. Oui. Oui, c'est ça. En français, ce que je veux dire, c'est qu'elles traversent le village. C'est mon français. Oui, elles sont parallèles, mais elles ne se croisent pas. Elles ne se croisent pas. Non. C'est impensable qu'elles se croisent. Donc, il y a la rue Lénine et la rue Shevchenko. Les noms, déjà, montrent qu'il s'agit de deux mondes. La Lénine, on connaît un peu. On sait de quelle culture à quelle culture il appartient. Taras Shevchenko, poète, beaucoup moins en Europe et en Amérique du Nord. C'est un poète national très important en Ukraine. C'est un peu, pour vous donner une idée, le Gaston Miron de l'Ukraine. Pouvez-vous nous parler un peu de qui il était? Pourquoi est-il si important pour les Ukrainiens? Oui, c'est le symbole des... on peut dire des résistances, mais en fait, il était le victime du régime du tsar parce qu'il était talentueux comme un
poète, mais aussi il était un peintre de haies. Il était esclave, il était né comme un esclave avec son propriétaire d'origine allemande. Il était ramené à Pétersbourg. Il a fait des études de dessinature. Et il a continué à écrire en ukrainien des poèmes. Et il rêvait d'Ukraine libre. Ah oui. Et pour ces poèmes, il était puni par le régime. Il était envoyé pour 25 ans dans l'armée russe à Kazakhstan. Ah oui. Et pratiquement, après, il est retourné comme un homme déjà libre. Et il était mort en route à Ukraine. Oui, oui. Alors, on voit son importance. Alors, ces deux rues qui ne se croisent pas, ces deux rues qui sont parallèles dans votre roman, c'est une sorte de symbole, non? Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça parce que dans chaque village d'Ukraine, avant 1991, et en fait, parfois avant 2000, et à Donbass jusqu'à pratiquement 2013-2014, il y avait toujours rue Lénine, des rues Lénine et des rues Shevchenko. Shevchenko. Oui. Alors, mais c'est un symbole, mais en même temps, ça correspond. Bien sûr, parce que le nom Shevchenko a été instrumentalisé par les idéologues communistes aussi. Aussi. Parce qu'ils le considéraient comme le révolutionnaire. C'est quelqu'un qui pouvait soutenir la révolution d'octobre de 1917, chose comme ça. Oui, oui. Donc, il y a eu une tentative de récupération aussi idéologique. Donc, on voit. Mais à un moment donné, il y a cette scène assez amusante parce qu'il y a de l'humour chez vous et il y a de l'humour noir dans votre roman aussi. C'est qu'à un moment donné, c'est Sergei, il s'énerve puis il change les plaques des deux rues. Donc, les gens qui habitaient dans la rue Lénine, vont habiter désormais dans la rue Shevchenko et vice versa. Donc, c'est une forme de tentative de se sortir de l'idéologie par l'humour que de jouer de la sorte. C'est le héros principal, Sergei, il a mal compris la politique ukrainienne de décommunisation. Ah oui. Parce qu'en Ukraine, c'est vrai, c'est la rue Lénine, normalement, est remplacée avec la rue, par exemple, des Skoropadsky, le Hetman Skoropadsky, ou la rue des Libertés, et tout ça. Et Sergei, comme un homme honnête, mais très simple, pas très éduqué, il pensait qu'on simplement remplace les noms... une plaque par une autre. Oui, c'est-à-dire change... ou fait un échange de noms entre deux rues. Oui, mais ça a un effet assez comique. Et puis les deux, alors parlons des deux personnages, ils se connaissent depuis toujours, ce sont des ennemis d'enfance. C'est comme ça qu'ils sont présentés, dit le roman. Là aussi, est-ce qu'il faut y voir une sorte de symbole? Le fait que... non, c'est pas plutôt le symbole, c'est la situation de la vie parce qu'ils sont les deux qui restaient dans le village, qui détestaient un autre depuis l'enfance. Et quand ils comprennent qu'en fait, ils sont maintenant responsables pour le village, pour la propriété des gens qui quittaient le village. Ils sont gardiens. Pour l'avenir, parce qu'ils croient que si ils sont tués ou ils abandonnent le village va disparaître et personne ne va pas revenir. Et comme ça, cette situation, c'est de voir l'échange, bien sûr. Et bien sûr, comme ils sont que les deux, il faut être ensemble pour survivre. Oui, c'est ça. Et donc, ils doivent apprendre un peu à s'accepter, à se tolérer, même s'ils se disputent régulièrement aussi. Mais ils se réconcilient et puis... ils boivent ensemble un coup, donc ça aide. Page 27, j'aimerais vous lire un passage. On lit que alors je vous cite, et c'est très beau ce passage, tous ces bruits discrets qui ne suscitent pas d'agacement ni ne font se retourner deviennent au bout du compte des éléments du silence.
Il en était ainsi autrefois du silence de la paix. Il en était devenu ainsi du silence de la guerre. De quelle nature, de quelle qualité particulière est le silence de la guerre? Oui, je me souviens un des voyages dans la zone de la guerre à Severodonetsk. C'était 2015 Oui. et la ville était sous contrôle ukrainien, 7 kilomètres de la ligne de front. Et il y avait le son des bombardements permanents. C'est-à-dire que ce n'était pas ici, mais le son était présent. Au loin. Au loin, mais proche quand même. Ouais. Je ne pouvais pas comprendre si c'était très loin ou pas. Mais j'étais à dehors avec des gens de Severodonetsk qui m'invitaient au restaurant arménien là-bas. Ouais. Et ils parlaient de Turquie, des vacances. Et je ne pouvais pas concentrer parce que j'ai entendu le son des bombardements. Et je lui demandais pourquoi ils ne sont pas inquiétés. Et ils disaient, c'est trop loin. C'est trop loin. Ouais. Et c'est-à-dire que c'est pour eux, le son apportait la silence de la guerre. Ah oui. C'était normal déjà. Oui. Mais ça a quelque chose d'effrayant, de penser que le silence de la guerre, c'est... Mais on s'adapte à des choses comme ça. Et j'ai rencontré des enfants qui pouvaient me dire, par exemple, par quelle ammunition cette explosion était causée. Ils devenaient des experts. Par le son. Ils pouvaient juger par le son d'explosion. Ah oui, des enfants qui deviennent des experts balistiques. Ce roman, je me disais, il semble, Les Abeilles Grises, passer en revue presque tous les types de sociabilité, de vie en société. Donc, il y a le solitaire, il y a le compagnonnage lointain avec le soldat Petro, par exemple, l'Ukrainien. Il y a la vie conjugale, y compris le divorce, le voisinage, le collectif. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est délibéré, cette... Ce qui était délibéré, c'est à montrer 3 Ukraines pendant la guerre. L'Ukraine annexée, Ukraine occupée et Ukraine libre. Ah oui. Et la vie comme la vie est la toujours. Vie qui continue. Vie qui continue dans chacune de ces 3 Ukraines. Comme ça, quand on me demande si on peut dire dans quelques mots sur quoi est ce roman, je dis c'est sur 2 hommes, 3 femmes, 6 ruches et une guerre. C'est un peu d'arithmétique. Un peu d'arithmétique. On a parlé tout à l'heure, dès qu'on mentionne le mot le pingouin, les gens disent « Ah oui, on connaît. » Vous avez déjà eu donc ce personnage qui était responsable d'un pingouin. Là, maintenant, votre personnage principal, il est responsable des abeilles. Comment voyez-vous les rapports entre l'homme et l'animal en tant qu'être humain, mais aussi en tant que romancier? C'est une vaste question. Oui, c'est une question trop philosophique. Peut-être c'est plus facile à parler des abeilles ici. Oui. Parce que j'écris 25 romans et dans les 23 romans, il y a des animaux. Donc, différents. Vous venez d'y répondre. Les animaux sont importants pour vous. Oui, ils sont importants, mais en fait, j'ai des animaux dans les romans parce que j'étais... pas très sage comme enfant. J'avais beaucoup de mes animaux qui étaient morts. Ah. Oui, des hamsters. Ah oui. Des poissons. Ah oui. Oui. Et je pense que je ne sais pas si j'ai décidé de les donner l'autre vie littéraire ou c'est quelque chose subconscient. Subconscience. Oui, subconscient. Subconscience. Mais les abeilles sont très importantes pour le roman parce que les gens qui connaissent Donbass, ils pensent toujours que c'est la région de l'industrie, c'est la région des mines, mais c'était aussi la région des miels. Oui. Et il y avait plus d'apiculteurs à Donbass que dans les autres régions. Oui. Et Sergueïch, qui, comme je dis, il n'est pas très éduqué, mais il est sage, il comprend
très bien la nature et tout ça. Il adore les abeilles aussi parce qu'il pense qu'ils sont les seuls êtres vivants qui ont réussi à construire la société communiste. Oui. Parce qu'ils travaillent, ils produisent le miel. Le miel est enlevé. Ils ne sont pas payés. Ils doivent continuer. Et ils sont contents. Oui. Oui. Ils ne se plaignent pas. Oui, c'est écrit page 311, exactement, c'est ce qu'il dit. Et il dit que les humains pouvaient apprendre des abeilles, mais c'est de l'ironie aussi. Oui, mais en fait, la nostalgie soviétique, parce que Donbass n'était pas pro-russe, Donbass était pro-soviétique, et cette nostalgie soviétique était soutenue par la Russie et instrumentalisée par la Russie. Le chaîne de télé le plus préféré à Donbass était le chaîne russe qui s'appelle Nostalgia. Et les gens de Donbass regardaient sur cette chaîne les films soviétiques, les émissions comiques soviétiques, les choses sur la vie heureuse soviétique. Ça existe, le comique soviétique? Ça existe, bien le sûr, comique les comédies, les films, les comédies soviétiques, bien sûr. Et les meilleures comédies soviétiques étaient produites en 1937, quand des millions de gens soviétiques étaient tués à Goulag. Ouais. Donc, c'est un paradoxe aussi. Oui. Mais alors, revenons à nos abeilles qui est communistes. Et puis, donc, le Sergeï, il ajoute, les fourmis, elles, étaient parvenues à un vrai socialisme naturel. N'ayant rien à produire, elles avaient juste appris à maintenir l'ordre et l'égalité. Mais les humains, ajoute-t-il, il n'y avait chez eux ni ordre ni égalité. Alors, selon vous, romancier, quel régime est le plus juste, abeilles ou fourmis? Je veux répondre les pingouins. La société des pingouins. La société des pingouins. C'est la société collective, comme la société russe et soviétique, mais c'est la société beaucoup plus humaine. Plus humaine. Donc, la démocratie pourrait s'inspirer de la société des pingouins. Oui. Oui, pour exister. Alors, Sergeï, c'est très bien. Sergeï, il décide d'aller en Crimée, à un moment donné, avec ses ruches, pour les mettre au chaud, puis peut-être les garder loin des canons. Et en route, il va s'attarder dans les environs d'un village appelé Vesselé. Là, mon accent, évidemment, je le prononce mal. Et d'une femme appelée Galia. Et à un moment donné, il y a cette scène où les habitants du village accueillent la dépouille de l'un des leurs mort au Donbass. Et tout le monde doit s'agenouiller le long de la route qu'emprunte le cercueil. Et cela parce que dans un autre village, ils en font autant pour leur mort à eux. Quand il y en a un, tout le monde s'agenouille. Donc, il y aurait un déshonneur à ne pas s'agenouiller aussi dans ce village. Et lui, à ce moment-là, il est réticent à s'agenouiller. Il ne comprend pas, et il se sent étranger à ce moment-là, malgré tout, malgré Galia, parce qu'il a une histoire avec Galia. Alors, le groupe, c'est déjà une sorte de foule, c'est déjà une foule médisante, émeutière. Le groupe, c'est déjà partiellement la guerre. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre cette scène? Oui, en fait, cette tradition des funèbres des victimes du Maïdan et après des victimes de la guerre commençait en Ukraine de l'Ouest. Ouais. Et après, était repris la tradition en Ukraine centrale et dans le sud. Et pour les gens de Donbass, ça n'était pas acceptable parce que un des slogans des idéologues de Donbass était que personne ne force pas les gens de Donbass à s'agenouiller. Ah oui? Oui. Donc, la fierté. Oui, c'était la fierté locale, mais aussi mal placée. Oui. Et donc, lui, c'est pas seulement le groupe, c'est encore une fois, c'est une particularité du Donbass. Oui. C'est une particularité du Donbass. En Crimée, Sergeï voudrait retrouver un collègue apiculteur rencontré jadis dans un congrès d'apiculteurs, et ce collègue est un Tatar.
Et dans le journal d'une invasion, vous revenez sur les Tatars de Crimée. Ce peuple était formé de musulmans originaires de Turquie. Ils ont été déportés brutalement en 1944 et leur réhabilitation a été longue à venir, 1987-1989. Pourquoi dérangeait-il l'Union soviétique en Crimée? L'Union soviétique était formée de plusieurs peuples différents. Il faut savoir une histoire de la Crimée, parce que la Crimée était le royaume des Tatars de Crimée, 15e siècle, 16e siècle. Et après la première fois, après la première attaque de l'Empire russe contre la Crimée était devenue une partie de l'Empire ottoman. Ah oui. Et après était occupée par la Russie. C'est-à-dire que les Tatars de Crimée, c'est la population originaire de la Crimée. Ce n'est pas les gens qui sont venus de Turquie. Ouais. Et ils sont faits la petite minorité aujourd'hui par la Russie. Avant la Deuxième Guerre mondiale, je crois que c'était 85% des populations de la Crimée, c'était les Tatars de Crimée. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Ah oui. Et tous les activistes, tous les Tatars de Crimée qui étaient contre annexion, ils sont soit dans les prisons russes, soit punis dans les autres moyens. Oui, mais alors vous êtes, je ne sais pas si on peut dire admiratif, mais vous avez de l'affection pour les Tatars de Crimée. Vous le dites dans le journal d'une invasion. Non, vous aimez ce peuple. Non, mais parce que c'est pas juste... en fait, de parler sur les Tatars de Crimée sans savoir l'histoire des Tatars de Crimée, la culture. La culture, en fait, jusqu'à 2014, la culture des Tatars de Crimée était mal connue aussi en Ukraine. Ouais. Très souvent, la littérature était ignorée. Il y a la littérature en langue tatare de Crimée. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, les écrivains ne sont pas connus en Ukraine, et bien sûr ne sont pas du tout connus en Russie. Mais c'est une nation en danger. Ouais. Et c'est comme la deuxième déportation de ce qui se passe aujourd'hui avec eux. Ah oui, et c'est pour ça, et c'est parce qu'ils sont aussi un peuple très ancien, de peuplement très ancien en Crimée, que vous aimez les Tatars de Crimée, vous aimez ce peuple à l'histoire ancienne. Oui, oui. Vous êtes admiratif. Oui, je connais beaucoup de Tatars. J'avais correspondance récemment avec Nariman Jelal, qui est aujourd'hui dans la prison russe, le vice-président de Medjlis, du Parlement des Tatars de Crimée, interdit par la Russie. Oui. En tout cas, votre personnage, il est très sympathique dans le roman. Là, évidemment, il n'est pas là parce qu'il est persécuté, il a été arrêté, mais il est très, très sympathique. D'ailleurs, Journal d'une invasion, je le montre ici, est tout plein de détails sur l'Ukraine qui nous aident à comprendre la situation. Vous l'avez écrit en anglais, ce livre? En fait, j'écrivais au début en russe. Et mon éditeur anglais, Christopher McLahouse, il m'a dit qu'il faut faire un livre, il faut publier ce journal. Et j'ai continué à écrire en anglais, parce que anglais, c'est aussi une des langues de ma famille. Ma femme est anglaise d'origine d'Irlande et d'Écosse. Et dans la famille, nous parlons russe et anglais plutôt. Mais maintenant... nos enfants ne parlent plus russe, ils parlent ukrainien et anglais. Oui. Et comme ça, en fait, à l'âge de 18 ans, j'écrivais des poèmes en russe, ukrainien et anglais aussi. Mais pour moi, c'est facile à écrire. Pas la fiction, mais non-fiction en anglais, oui, c'est pas des problèmes. Et comme ça, j'ai commencé à écrire en anglais. Et après, on peut dire, pris les notes du journal pour créer des essais qui je publiais dans les journaux comme Financial Times, Spectator, New Statesman, Guardian, Daily Mail. Et ils sont ici, c'est les événements
qui s'est passé avec nous, avec ma famille, avec nos amis en Ukraine, à partir de décembre 21 jusqu'à mi-juillet 22. Oui, c'est-à-dire 2 mois avant la nouvelle invasion et 5 mois après. Oui, et c'est pour ça qu'il y a plein de renseignements. C'est à la fois quotidien et puis c'est aussi pour des non-Ukrainiens, pour des gens qui peuvent comprendre, vu de l'intérieur, ce qui se passe. Alors écoutez, on va occuper les 10 dernières minutes avec vos questions. Je vois une main qui se lève. Il y a un micro qui ira vers vous. Comme ça, tout le monde va vous entendre. Et puis après, une autre main. Oui. Monsieur. Félicitations, Monsieur Kourkov. Étant traducteur moi-même et ne maîtrisant passablement bien que 2 langues, je vous assure que si toute la jeunesse québécoise parlait aussi bien le français que vous, ce serait déjà un immense progrès. Et dit si toute la jeunesse québécoise. Merci. Il vous félicite. Une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que le Donbass est la partie la plus riche de l'Ukraine? Est-ce la raison pour laquelle Poutine rêvait depuis si longtemps de s'en emparer? Peut-être 50%. C'est vraiment une des raisons, mais plutôt Poutine rêve en fait d'occuper toute l'Ukraine, de retourner l'Ukraine dans le territoire de l'Empire russe, parce que pour lui, cette guerre, c'est la continuation des batailles de Poltava. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Empire russe, mais en 1709, Pierre le Grand, l'armée de Pierre le Grand, a gagné dans la bataille contre l'armée ukrainienne des Cosaques de Hetman Mazepa et l'armée suédoise qui a soutenu Hetman Mazepa comme aujourd'hui l'OTAN soutient l'Ukraine. C'est-à-dire, il pensait qu'il peut répéter le succès de Pierre le Grand. Parce que pour lui, l'Empire russe n'existe pas sans Ukraine. Et je crois que c'est plus important pour lui que Donbass. Parce que oui, Donbass, c'est les choses matérielles, mais aujourd'hui, c'est tout, c'est détruit, c'est le désert. Mais il rêvait en fait d'occuper Kiev tout d'abord. Et bien sûr, il n'est pas intéressé dans les régions d'Ukraine d'Ouest, parce que l'Ukraine d'Ouest, la Galicie, il était toujours contre le régime soviétique, contre l'Empire russe. C'était les porteurs des mentalités ukrainiennes individualistes radicales. Oui. Il y a une autre question, et puis après, il y a monsieur. Comment les Russes de Russie et les pro-Russes du Donbass peuvent-ils croire tous les mensonges de Poutine? Comment les pro-Russes de Donbass peuvent-ils croire les mensonges de Poutine? En fait, Donbass a regardé que la télévision russe. Et ils recevaient les nouvelles ukrainiennes de Moscou. C'est-à-dire qu'il a essayé à comprendre toutes les choses qui s'est passées à Kiev, mais dans la narration russe. Et comme ça, comme les gens russes, ils sont devenus comme les gens russes, en fait, parce que l'information russe était toujours plutôt un instrument de propagande. Il y a une autre question, là, monsieur. Oui, bonjour. Madame Lamontagne mentionnait un passage dans le livre où est-ce qu'il y avait 2 noms de rue. On vous entend mal, il faut parler dans... Oui. Oui. Il y avait un passage dans le livre où est-ce qu'il y a 2 noms de rue qui sont inversés, puis vous mentionniez un humour noir. Puis... Les 2 rues inversées, oui, dans le passage. Puis monsieur parlait aussi des comédies soviétiques. Je me demandais s'il pouvait nous aider à comprendre un peu mieux la culture ukrainienne et la culture russe à travers l'humour. J'ai raté la fin de votre question. S'il pouvait nous aider à comprendre... L'humour ukrainien et l'humour russe. Oui. Et l'humour russe. C'est ça? Les différences entre les deux? Oui, l'humour ukrainien, c'est une partie des cultures ukrainiennes, en fait. Et c'est aussi, c'est peut-être comme médicament
parce que pour les Ukrainiens, pour rester les optimistes après les tragédies des Holodomor, des famines, et aujourd'hui c'est un anniversaire de famine ukrainienne de 1932-33, les Ukrainiens, ils adorent l'ironie, auto-ironie et l'humour. Et dans la tradition de la littérature, on peut évoquer Gogol. En Russie, c'est une autre tradition, c'est la tradition du fatalisme. Dans la littérature russe, il y a des satires, il y a des livres satiriques, mais il n'y a pas beaucoup de l'humour. Il y a beaucoup des choses philosophiques, lourdes, des drames. C'est-à-dire, on peut comparer Dostoïevski et Gogol. Et c'est deux exemples. Pour moi, l'humour soviétique était plutôt l'humour anti-soviétique. C'était la culture des cuisines, c'était les blagues. Et j'ai commencé à écrire la prose en écrivant les blagues politiques et non politiques pour participer dans les concours illégaux des raconteurs de blagues en Crimée. Oui, mais je pense qu'en fait, l'humour est plus traditionnel pour l'Ukraine que pour la Russie. Une dernière question là-bas, monsieur. Alors, vous parlez bien dans le micro qu'on vous entende. Avec plaisir. Donc, on remarque qu'il y a une baisse de la couverture médiatique au niveau de la guerre russe-ukrainienne récemment, suite surtout au conflit qui s'est déclaré avec Hamas et Israël. Pardon, j'entends mal. On remarque? On remarque une baisse médiatique, de couverture médiatique, suite à la déclaration donc, du conflit entre Hamas et Israël récemment. Une baisse de quoi? De couverture médiatique. Ah, de couverture médiatique, Est-ce que vous croyez que la Russie bénéficie d'une manière ou d'une autre de la déclaration de l'escalation de ce conflit-là récemment? Alors, on observe une baisse de couverture médiatique en ce moment pour l'Ukraine. Est-ce que vous croyez que la Russie... Est-ce que la Russie bénéficie d'une manière ou d'une autre à la déclaration du conflit entre Hamas et Israël? Est-ce que la Russie bénéficie d'une manière ou d'une autre de la... J'ai raté la fin. C'est vraiment le son. De l'escalation du conflit entre Hamas et Israël. Ah, du conflit entre le Hamas et Israël. Est-ce que la Russie bénéficie de ce nouveau théâtre pour les journalistes? Bien sûr. Une autre chose, cette guerre, l'attaque, l'agression de Hamas, s'est passé le 7 octobre, le jour de naissance de Poutine. Ouais. C'était comme un cadeau et je me souviens un autre cadeau tragique pour Poutine. Le 7 octobre 2007, Anna Politkovskaya a été tuée à Moscou, aussi comme cadeau pour Poutine. C'est une... Ah, vous faites un lien, vous croyez que c'est un cadeau? Pour moi, oui, mais bien sûr, mais je comprends que Poutine rêve d'avoir 2, 3, 4 guerres dans le monde qui vont distraire, qui peuvent en fait changer la situation avec des aides militaires d'Ukraine, parce que bien sûr, il peut influencer. Il a, je crois, essayé à pousser Serbie à agresser Kosovo. Il espère que la Chine va attaquer Taipei. Ouais. Et si il y a 4 guerres comme ça, personne aura le temps et concentration pour penser des choses qui se passent en Ukraine. Oui. 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 Puis il y a l'aide internationale aussi qui ira en partie dans d'autres... Oui. Et puis l'attention médiatique, vous avez bien raison de le souligner. Je m'excuse, hein, c'est avec le son. Acoustique, c'est compliqué à entendre. Oui. Alors écoutez, malheureusement, c'est fini pour ici, mais vous allez signer là à la librairie Gallimard. Donc vous pourrez poursuivre la conversation avec Andreï Kourkov. Merci beaucoup. Je vous rappelle les livres, hein, Les abeilles grises, Journal d'une invasion. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi ce livre, Le cœur de Kiev et L'oreille de Kiev. Ça, c'est les 2 premiers tomes d'un roman feuilleton chez Liana Lévy aussi, traduit en français. Merci à vous, Andreï Kourkov. Merci.